Berlin, capitale et plus grande métropole d'Allemagne, forte de ses 3 millions d'habitants, est une ville dont l'histoire du XXe siècle a façonné la géographie. Bombardée, puis coupée entre deux nations distinctes, la ville étale de nos jours ses nombreux quartiers au bord de la Spree et ne possède pas ou plus vraiment de centre. Les transports dans cette cité multipolaire sont fascinants de par leur efficacité. Tramway à l'est, métro à l'ouest et S-Bahn partout, plongeons-nous dans ce réseau historique et souterrain. Bienvenue dans Métro, je suis Tom et aujourd'hui explorons le métro de Berlin. Berlin est connu pour beaucoup de choses, mais pas pour son beau temps. Et lors de mon voyage en juillet dernier, il a plu des cordes pratiquement tout le séjour. Qu'à cela ne tienne, c'était justement le moment de mettre le nez sous terre. Mais avant ça, faisons connaissance avec cette ville si particulière. Berlin est une ville à la superficie ahurissante. 891 km² répartis sur 12 arrondissements. Une superficie égale à près de 9 fois celle de Paris intramuros. Et pourtant, elle ne possède que 4 millions d'habitants. Elle a donc une densité très faible. De l'arrondissement de Spandau à l'ouest jusqu'à Ransdorf à l'est, il faut parcourir pas moins de 35 km. Le centre-ville est grossièrement délimité par le ring ferroviaire du RER berlinois. Mais peut-on seulement parler de centre ? La destruction quasi totale de la ville par les Alliés en 1945, puis la construction du mur de Berlin jusqu'en 1989, ont coupé la circulation naturelle de la cité et l'ont réorganisée en entités séparées. D'un côté du mur, Berlin-Est, capitale d'un régime totalitaire communiste, et de l'autre, telle une bulle de coca dans une paille, l'enclave capitaliste de Berlin-Ouest. Cette histoire laisse un héritage urbain complexe et une organisation multipolaire de la cité. Le quartier de Mitte, anciennement à l'est, est le centre historique, entre gros guillemets, de la ville. Potsdamer Platz, ancien no man's land traversé par le mur, aujourd'hui réhabilité, Kurfürstendamm, centre de l'ancien secteur ouest, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Berlin n'a pas un centre, mais des centres multiples. Et justement, ils sont tous reliés par un immense réseau de transports en commun. La séparation entre les deux Berlins est toujours visible dans le réseau de transport de la ville. À l'est, les soviétiques ont conservé puis développé le réseau de tramway présent avant 1945. Résultat, aujourd'hui, l'est de la ville est irrigué par un puissant réseau de trams de 200 km et de 22 lignes. Alors qu'à l'ouest de la ville, le tramway a été complètement supprimé au profit du métro. Quant au fameux S-Bahn, le RER allemand, il dessert toute la ville et s'avère un complément essentiel au métro. Le U-Bahn berlinois a une histoire aussi ancienne que passionnante. La ligne U1 ouvrit au public en 1902. En section aérienne, toujours exploitée aujourd'hui, il ressemble un peu aux sections aériennes dans Paris, qui datent de la même époque. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce réseau à petit gabarit, Klein Profil, va se développer également en souterrain et correspond aux actuelles lignes U1 à U4. On le reconnaît encore actuellement par l'étroitesse de ces trains, vraiment minuscules à l'intérieur, et la décoration belle époque de ces stations. Dans les années 20, Berlin a bien grandi, et la ville décide la création d'un réseau souterrain traversant et plus capacitaire, à l'aide de trains plus larges, les grosses profils. On a donc encore aujourd'hui deux réseaux en un. D'un côté, les lignes à petit gabarit, U1, U2, U3 et U4, souvent aériennes et qui se croisent toutes à Nollendorfplatz, et de l'autre, les lignes U5 à U9, à grand gabarit et allant plus loin vers les périphéries. La Seconde Guerre mondiale va complètement stopper le développement du métro. Et après 1945, lorsque la ville sera séparée en secteurs, puis coupée en deux par le mur dès 1961, la situation va se complexifier. Dans le secteur soviétique, on trouve uniquement deux lignes de métro. Une partie seulement de la U2, qui se retrouve coupée en deux entre les deux secteurs, et la ligne U5, entièrement à l'est, entre Alexanderplatz et Eunau. Le reste du réseau se trouve à l'ouest. Les lignes U6 et U8 continuent de fonctionner malgré le fait qu'elles transitent par la partie soviétique. Mais elles ne s'y arrêtent pas. Les passagers ne font que transiter par l'est, et les stations situées à l'est sont fermées. Ces Geistbahnhof, stations fantômes, gardées par des soldats, retrouveront uniquement leur utilité une fois la réunification effectuée. Néanmoins, le réseau continue de se développer malgré cette situation inédite dans l'histoire. Du côté est, bien peu de choses.
On se contente de prolonger la U5 à l'est, mais les efforts se concentrent sur l'expansion du réseau de tramway. C'est du côté ouest que le réseau grandit, notamment avec l'ajout d'une ligne supplémentaire. La U9, inaugurée en 1961, est prolongée en 1976. Après la réunification en 1990, le réseau retrouve son unité et son aspect d'avant-guerre. Les stations fantômes sont remises en service et le réseau est progressivement modernisé jusqu'à aujourd'hui. On a donc en 2025 un réseau multipolaire, à l'image de la ville qu'il dessert. Avec les lignes U1 à U4, qui s'étalent principalement au sud du centre-ville et se rejoignent dans le quartier de Kurfürstendamm. Une ligne U5 très tournée vers l'est, qui relie la gare centrale à l'Alexanderplatz, puis jusqu'au quartier est. Une ligne U7, très longue, qui permet de traverser la ville en contournant le centre par le sud jusqu'à Spandau. Et 3 lignes nord-sud structurantes, les U8, U6 et U9. Le réseau berlinois est donc une sorte de damier, de grille, où chaque ligne croise une autre à des stations différentes. Il n'y a pas de grands points où de nombreuses lignes se croisent comme c'est le cas à Paris, à Châtelet ou République. Alexanderplatz et Nollendorfplatz, où 3 et 4 lignes se croisent respectivement, sont les seuls grands pôles de correspondance entre lignes de métro. Au niveau des stations et du design, le métro de Berlin se distingue par une grande uniformité et des stations propres, simples, mais toujours finement décorées. La plupart des stations souterraines sont construites à faible profondeur et arborent un quai central. Les trains comme les quais sont parés d'une peinture jaune, parfois fluo, parfois poussin, selon les teintes. La plupart des stations ayant été construites entre 1902 et 1950, on se retrouve avec une architecture très belle époque, pour les parties les plus anciennes, puis ancrée dans les années 30 pour les lignes à grand gabarit, et même post-moderne pour les portions construites après 1965. La partie la plus récente du réseau, et qui possède des stations à l'architecture la plus contemporaine, correspond à la jonction entre les lignes U5 et U55, entre l'Alexanderplatz et la porte de Brandebourg. Inaugurée en 2020, ces stations sont bien plus vastes et lumineuses, et possèdent un look sobre dans les teintes noires et blanches. Mes stations préférées sont Nollendorfplatz, qui est une grande gare de correspondance, construite il y a plus de 100 ans. Ici, l'architecture rappelle le métro de New York, avec ses espaces ouverts, bas de plafond, et ses colonnes porteuses en acier. Dans le même style, j'aime beaucoup Kurfürstendamm, sur les lignes U1 et U9. La station Osloer Straße, sur les U8 et U9, est complètement recouverte de drapeaux norvégiens. J'adore les stations à thème. Et aussi la station Platz der Luftbrücke, sur la ligne U6, pour son architecture des années 30-40, très caractéristique. Mais ce qui rend le métro de Berlin iconique, ce sont ses rames jaunes. Justement, parlons du matériel roulant. On trouve donc 2 catégories de rames, petits et grand profil. Et il y en a beaucoup des trains différents. Sur les lignes Klein Profil, on trouve d'abord les anciennes rames A3, mises en service dans les années 60, ainsi que la série G, au look très boîte de conserve. En 2001, on ajoute les rames HK de Bombardier, qui apportent un vent de modernité sur le réseau. Elles seront suivies par les IK de Stadler en 2015, et depuis 2025, par les JK, bien plus rondes et contemporaines. Sur le réseau grand gabarit, on trouve les vieilles rames F des années 70, qui ont été rénovées et qui font le taf. Les rames H de Bombardier, plus massives, et enfin la version grand profil des Stadler HK. La BVG, l'autorité organisatrice des transports, est donc en train de rajeunir sa flotte très rapidement, un peu comme le fait la RATP à Paris en ce moment. Concernant les futurs plans d'expansion du réseau, beaucoup de projets sont dans les cartons mais très peu sont planifiés. Le seul projet en cours de travaux est la petite extension d'une station de la U3 de Krumme-Lanke jusqu'à la gare de Mexikoplatz. Le métro de Berlin est déjà très étendu, et il est finement complété par le S-Bahn et le tram. Depuis 123 ans, il transporte chaque jour plus de 1,5 million de personnes d'un bout à l'autre de la ville. Dans ces couloirs jaunes blafards, l'histoire de Berlin est partout. Dans certaines stations, construites au temps du national-socialisme, l'architecture et la signalétique replongent le voyageur dans ses temps troublés. Le métro de Berlin est admirable, de par sa résilience. Il n'a jamais cessé de fonctionner, même pendant la guerre, même lorsqu'il a été coupé en 2. Un réseau cohérent, propre et à l'esthétique inoubliable que j'ai adoré sillonner, et qui prouve que Berlin est une ville aussi fascinante en surface qu'elle peut l'être en souterrain.